Diana. Lise Gutman. Bonjour chers auditeurs, Lise n'est pas avec moi aujourd'hui car elle profite, je l'espère, de quelques jours de vacances bien méritées et on l'embrasse fort. Alors avant de vous parler des 4 meilleurs films 2024 selon mon avis personnel, je vais vous parler d'abord de 2 films sortis aujourd'hui même, 25 décembre, qui sont mes 2 coups de cœur de la semaine, mes 2 cadeaux de Noël et Hanouka que je veux vous faire partager. Alors tout d'abord, un film d'époque, Le Déluge, de Gianluca Giudice, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, dont dans les rôles respectifs de Louis XVI et Marie-Antoinette. Nous sommes en 1793 et le réalisateur s'est attaché aux dernières semaines du couple royal, emprisonné avec leurs 2 enfants dans une forteresse à Paris, la Tour du Temple, en attendant, bien sûr, leur exécution à la guillotine. Alors, ce film est librement inspiré des carnets de Cléry, valet de chambre du roi, et qui est resté auprès de lui jusqu'à sa mort. Sire, j'ai ordre de vous accueillir, vous et votre famille, ici à la Tour du Temple. Vive la France! Vive la Révolution! Dans un premier temps, c'est ici que vous dormirez? Ce doit être une erreur. Il ne s'agit que de quelques jours. Bientôt nous retournerons à nos bals masqués. Nous pouvons feindre de ne pas comprendre que ce temps appartient désormais au passé. Extinction des feux! Sire, mettre Paris à feu et à sang. Mais pourquoi? La Convention a décrété à l'unanimité l'abolition de la monarchie. Vous faites maintenant partie des simples citoyens et c'est ainsi que vous serez traités. Et aussi jugé en tant que tel, je l'espère. Ne regardez pas. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable d'attentat contre la sécurité générale de l'État. Son seul tort, c'est d'être roi. Je n'ai pas compris le sens de leurs accusations. Je demandais pardon. Vous ne devez pas avoir peur. Je crois que notre affaire est en bonne voie. Je ne supporte plus ta stupidité indécente pendant que ces bandits nous torturent. Lorsque tout sera fini, nous pourrons nous aussi trouver une place dans ce nouveau monde. Alors, cette tragédie de la réclusion du couple royal est représentée dans une mise en scène très dépouillée, un huis clos très intimiste. Le réalisateur a réussi à humaniser ces personnages historiques de Louis XVI et Marie-Antoinette, à les montrer dans un grand dénuement qui contraste bien sûr avec leur grand apparat d'autrefois. Alors, on voit peu à peu tomber tous les masques sociaux de la famille royale. Par exemple, on ne leur donne plus de couverts et ils mangent avec leurs mains. Pour moi, c'est un film très réussi et on est en totale empathie avec leur souffrance et leur lente déchéance. Guillaume Canet et Mélanie Laurent sont excellents dans l'interprétation de ce couple mal assorti. Louis XVI est représenté comme un roi timide, un peu ridicule. Il a le visage et la silhouette épaissie. On a du mal d'ailleurs à reconnaître Guillaume Canet. Et quant à Marie-Antoinette, eh bien, elle est aussi très bien incarnée par Mélanie Laurent, qui elle est belle et séduisante, mais lucide et cruelle envers son mari, comme on l'a entendu d'ailleurs dans la bande-annonce. Voilà donc un point de vue original sur cette chute de l'Ancien Régime, sur la chute du roi et de la reine, comme on les a jamais vus. Il faut noter aussi la beauté des plans, des décors et des costumes, donc à voir Le Déluge de Gianluca Giudice. Eh bien, je vais parler à présent maintenant de mon autre grand coup de cœur de la semaine, d'un film qui sort aujourd'hui même. C'est le documentaire biopic poignant qui a d'ailleurs été consacré par l'Œil d'Or du documentaire 2024 à Cannes. Il s'agit de Ernest Cole, photographe. Un film de Raoul Peck. Alors, qui était Ernest Cole? C'était un Sud-Africain qui a été le premier à exposer
exposer au monde entier les horreurs de l'apartheid, donc en Afrique du Sud, et il a été contraint pour cela, à 27 ans, à un exil définitif. C'était un photographe exceptionnel. Il faut savoir qu'en 2017, on a découvert dans une banque en Suède 60 000 négatifs signés Ernest Cole. C'est un artiste puissant que nous fait découvrir Raoul Peck, mais j'ai eu l'honneur et le grand bonheur d'interviewer Raoul Peck. Raoul Peck, que je présente brièvement, s'il en est besoin. C'est une personnalité à la fois artistique et politique. C'est un réalisateur, un scénariste et un ancien ministre de la Culture d'Haïti jusqu'en 1997. Et il est également président du conseil d'administration de l'école de cinéma de la Fémis à Paris. Voilà, alors il est connu pour ses films « Je ne suis pas votre nègre »,« I am not your negro », qui a eu le prix Louis Deluc, pour son film sur Lumumba, sur le jeune Karl Marx, et aussi sur une série qui a eu énormément de succès, qu'on a pu voir à la télévision, c'est L'École du pouvoir. L'École du pouvoir, c'est-à-dire l'ENA. Alors écoutons à présent Raoul Peck. Bonjour Raoul Peck. Bonjour. Votre film est une autobiographie photographique d'Ernest Cole, avec la voix narrative d'Ernest Cole à la première personne. Alors pourquoi ce parti pris que je trouve très judicieux ? Alors d'abord parce que justement je voulais pas simplement faire un film biographique, je raconte une histoire et il faut que cette histoire fonctionne et qu'on puisse revoir ce film plusieurs fois comme on rentre dans un récit. Et le fait de laisser Cole raconter lui-même cette période de sa vie, c'est quelque part lui redonner le pouvoir sur son propre destin. Il a disparu pendant plusieurs décennies. On n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. On a occulté ou on a évité d'aller chercher. Pourquoi ? Et donc, c'était une manière pour moi de lui redonner du pouvoir sur son propre récit et qu'il ne soit pas une victime, mais qu'il soit quelqu'un qui raconte sa vie, qui était une vie de combat et qui nous a livré une œuvre extraordinaire et rare. Oui, un témoignage pour l'histoire, notamment sur l'horreur de l'apartheid. Oui, il a été le premier à photographier le quotidien de l'apartheid, tout en sachant que chacune de ces photos était déjà par définition un crime interdit, puisque l'apartheid c'est aussi un pays de censure. Les magazines, les journaux sont censurés. On n'a pas le droit de publier sans passer par la censure. Donc il sait au départ que toutes ces photos ne pourront jamais être publiées en Afrique du Sud. Donc c'est un sacrifice qu'il fait dès le départ et il documente ce qu'il appelle, il documente la condition humaine. Et c'est ça qui va faire à une époque où personne, même les journalistes européens qui allaient travailler en Afrique du Sud, plusieurs ont été expulsés de l'Afrique du Sud parce qu'ils se sont permis d'être critiques par rapport à ce qu'ils voyaient. Donc il était clair pour Cole que jamais il pourrait lui publier quoi que ce soit en Afrique du Sud. Donc ces photos étaient les premières à dévoiler dans toute son intimité l'horreur de l'apartheid. Et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs son exil, un exil forcé à New York et en Europe. Alors, on voit dans le film son parcours, son errance et la désillusion qu'il a connue en exil et notamment à New York. Oui. Alors, d'abord, quand on quitte son pays dans des conditions pareilles, d'abord, pour lui, il s'agit de sauver ses négatifs. Il s'agit de sauver près de 10 ans de travail. Mais quand on quitte son pays, on n'a pas forcément l'idée que ce soit pour toujours. D'ailleurs, sinon, on se battrait plus. On trouverait un compromis et puis on se mettrait dans un coin pour mourir. Donc, c'est au fur et à mesure qu'il se rend compte. Il se rend compte d'abord, arrivé aux États-Unis, le livre est édité, immense succès, le monde entier en parle, il est interdit en Afrique du Sud, et les portes se referment, puisqu'il est banni. Donc ça veut dire officiellement banni, son passeport n'est pas renouvelé, donc il est apatride.
Et là, la situation, bien entendu, se fige, puisqu'il réalise les conséquences. Ensuite, il se heurte à un deuxième mur, c'est qu'il se rend compte que on le considère exclusivement comme un photographe noir, alors que pour lui, il est tout simplement un photographe. Pour lui, le monde s'ouvre, puisqu'il quitte l'enfer pour aller dans ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. C'était ça, la propagande. Alors, c'est là où on peut faire un parallèle avec Baldwin et I am not your Negro. Absolument, voilà. Absolument. Baldwin quitte les États-Unis pour pouvoir comprendre son propre pays et pour pouvoir échapper, comme il le dit, à la mort. Parce que pour lui, il était persuadé qu'il mourrait très jeune s'il continuait à vivre comme il le faisait aux États-Unis. Donc pour Ernest Cole, il se heurte à quelque chose qu'il n'avait pas pensé. Peut-être qu'il avait été naïf de croire que le monde libre était très certainement libre pour lui aussi. Comme beaucoup d'exilés d'ailleurs, il y a toujours un rêve qui ne correspond pas à la réalité. Oui, oui, et c'est la nature humaine. C'est quand on est dans un pot d'eau bouillante, quel que soit sortir de ce pot est forcément mieux. Mais on sous-estime parfois le monde qu'on va découvrir. Donc lui, il a dû lutter contre ça, et puis le fait que, comme il le dit au début du film, qu'il refusait de devenir un chroniqueur de la misère, parce que c'était les types de missions qu'on lui demandait. Alors qu'il rêvait de parler de mode, oui, d'autres choses. Oui, il avait, comme tout photographe, surtout au début d'une carrière, on rêve de faire beaucoup de choses. On rêve, tout artiste... si on mettait des rails à un artiste, il périrait rapidement. Bien sûr. Un artiste, il explore. Ça va avec le territoire, comme on dit en anglais. Donc, de sentir rapidement un mur autour de lui, c'est absolument déprimant. D'autant que l'un de ses modèles, c'est Cartier-Bresson, qui lui a voyagé le monde entier pour faire ses photos. Cette liberté, ce privilège, il comprend très vite qu'il en était exclu. Donc, voilà, à 26, 27 ans, ça vous bouche l'horizon assez sévèrement. Oui, il a connu presque une descente aux enfers, parce que on le voit dans le film, il envisage même le suicide. Ça vient beaucoup plus tard. Puisque, encore une fois, on quitte son pays, mais on s'imagine pas que l'apartheid va encore durer pratiquement 30 ans. Donc c'est beaucoup de temps, c'est toute une vie. Et vous pensez avoir quitté l'enfer, mais l'enfer ne vous quitte pas, puisque vous êtes en contact, vous restez en contact avec votre famille, avec les amis. Vous apprenez par la radio, la télévision, ce qui se passe dans votre pays, les tueries, les assassinats, les kidnappings, les tortures, les massacres d'étudiants ou d'écoliers. Donc tout ça, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas de l'histoire à l'autre bout du monde. Vous le vivez dans votre tête, dans votre corps. Donc, comme dans une forme aussi de schizophrénie. Ça peut aller jusqu'à la schizophrénie, bien entendu. Surtout lorsque vous êtes isolé dans un territoire qui ne vous accueille pas forcément les bras ouverts, ou qui vous assigne une place dans laquelle vous n'êtes absolument pas à l'aise. Alors, votre cinéma, Raoul Peck, est un cinéma engagé, humaniste, donc qui combat contre toutes les formes de ségrégation. Est-ce que vous avez aussi des projets de combat contre d'autres formes de ségrégation, par exemple la ségrégation, alors la raciale, mais aussi antisémite? Écoutez, je ne me suis jamais posé la question ainsi, dans la mesure où mon travail, et depuis que je suis cinéaste, d'ailleurs je suis devenu cinéaste à travers le politique. C'est le politique qui m'amène à ça. Donc je traite de tous les thèmes qui sont présents dans ma vie et autour de moi à des moments différents. La question par exemple de l'antisémitisme, dans tous mes films, où souvent j'ai parlé par exemple de l'Holocauste. Parce que j'ai passé 15 ans en Allemagne, j'ai étudié en Allemagne, j'ai fait 2 études consécutives en Allemagne,
un pays, je l'ai d'ailleurs dit dans l'un des films, que pas un jour j'ai oublié ce qui s'était passé dans ce pays. Donc c'est quelque chose de présent, l'esclavage, l'Holocauste, l'élimination des Indiens d'Amérique, tous ces catastrophes humaines ont toujours été inclus dans mon travail. C'est ce qui me donne d'ailleurs la liberté de parler librement de tous ces sujets, parce que je ne les ai jamais enterrés. Ils ont toujours fait partie de mon travail politique et de mon travail artistique. Voilà, donc vous venez d'entendre Raoul Peck parler de son engagement de cinéaste, mais aussi sur son film Ernest Cole, photographe, un documentaire qui est sur tous les écrans. D'ailleurs, on peut voir des grandes affiches dans le métro du portrait d'Ernest Cole. Eh bien, on va parler à présent de mes 4 meilleurs films 2024 dont on a parlé avec Lise tout au long de l'année. Alors, d'abord, je commencerai par La zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Rappelez-vous, c'est un film qui met en scène Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, qui vit avec sa famille, une famille nombreuse, dans une maison de rêve dotée d'un grand jardin, tout à côté du camp d'Auschwitz. Alors c'est un film très original, ce film La zone d'intérêt, parce qu'il est basé sur le son, le hors-champ. Et on ne voit rien du camp. Et Jonathan Glaser montre par là même, selon sa propre formule, le pire de la déshumanisation. Et selon Spielberg, qui est quand même une référence en la matière, eh bien pour Spielberg, c'est le meilleur film sur l'Holocauste, ce film La zone d'intérêt. C'est un film intense sur la banalité du mal absolu, un chef-d'œuvre marquant, glaçant, assez dérangeant, c'est vrai, très puissant d'un point de vue narratif et formel. C'est une leçon de cinéma radicale à ne pas rater, à voir et à revoir. Et enfin, dans un tout autre genre, un film bouleversant mais très drôle cette fois, Le Dernier des Juifs de Noé Debré, avec Michael Zindel et Agnès Jaoui. C'est aussi une tragédie, mais racontée à la façon d'une comédie audacieuse. Voilà, c'est l'histoire de Belisha, qui vit chez sa mère à Sarcelles, et ce sont les derniers juifs de la cité, car peu à peu, on le sait, les juifs quittent la cité de Sarcelles où sévit l'antisémitisme pour Israël ou pour le 17e arrondissement. Voilà, c'est un film drôle et profond avec des dialogues savoureux dont on va avoir un échantillon dans la bande-annonce. Écoutons. Eh les mecs, j'ai attrapé un juif qui est égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où, les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon? Mais on va aller où, nous, maintenant? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. Oh, monsieur Belisha, c'est gentil de venir me voir. Mais je vous en prie. Tu veux pas me dire des trucs sales en hébreu? Venu shalom aleichem. C'est trop joli. Il va y avoir la guerre, je te dis. Ah mince, c'est officiel, genre? Non, mais tout le monde le sait déjà sur WhatsApp. Ça, c'est parti comme une, ça. C'est quoi ce boucan? Ça y est, ils ont raflé les Chinois? De nombreuses personnes de la communauté israélite déménagent de notre ville. Il faut qu'on parte. Nous aimerions organiser une petite cérémonie. D'accord, mais... Très bien, parfait. Quel jour vous arrangerez? J'aime pas trop les juifs de base, mais toi, je t'aime bien, toi. Parfait, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais vous réconforter un petit peu avec quelques petits plats du blé. Merci. Toi aussi, il faut que tu partes. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur. Voilà, c'était un premier film émouvant et mélancolique de Noé Debré qui sonde la judéité et les préjugés avec beaucoup d'humour. On peut souligner la performance de l'acteur Michael Zindel, que j'avais d'ailleurs interviewé à Cabourg, au Festival de Cabourg. Il joue un rôle d'anti-héros loufoque, lunaire, et voilà, il forme avec Agnès Jaoui un duo comique formidable. Donc, à voir Le Dernier des Juifs de Noé Debré. Mon troisième film,
c'est Carla et moi de Nathan Silver. Une comédie, là aussi, corrosive, ou plutôt aussi une tragicomédie, une perle du cinéma indépendant new-yorkais, avec Jason Schwartzman et Carol Kane. Ben et Hazan, chanteurs de synagogue, et suite à la disparition de sa femme, il a perdu sa foi et sa voix. Sa voix, ce qui est quand même assez dérangeant pour un Hazan. Eh bien, il est évidemment dépressif. Sa mère ne cesse de lui organiser des rendez-vous pour qu'il puisse se remarier. Mais une rencontre avec Carla, son ancienne prof de musique, plus âgée que lui, quelque peu déjantée, va le remettre sur pied. Voilà, ce film judéo-américain très atypique est une sorte de comédie romantique décalée, portée là aussi par un duo charmant qui fait penser d'ailleurs à Harold et Maude. C'est un film sensible et décapant à voir absolument. Et enfin, je terminerai par ce film vraiment que j'ai adoré, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Un film à voir en famille et je pense peut-être à partir de 12 ans. Alors c'est pour les fêtes de Noël et de Hanouka, il n'y a pas mieux que de voir ce film, ce conte doux amer bouleversant de Jean-Claude Grimbert, adapté au cinéma par Michel Hazanavicius, un film d'animation magnifique. Écoutons ce conte raconté par la voix extraordinaire de Jean-Louis Trintignant. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur! À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. C'est toujours émouvant d'écouter le battement du cœur de cet enfant dans ce film. Alors nous avions eu aussi le plaisir et l'honneur d'avoir Michel Hazanavicius dans les studios de Radio J, donc qui a parlé de son film. Son film d'ailleurs qui n'a pas eu la Palme d'Or, qu'il aurait mérité vraiment largement, mais comme il l'a dit avec humour, c'est un film qui n'a pas de prix. Voilà, alors donc c'est un chef-d'œuvre cinématographique et littéraire, et aussi esthétique. Il faut souligner le talent de dessinateur de Michel Hazanavicius. Voilà, il a su reconstituer par le chemin du conte les années 1940 et la déportation avec énormément de délicatesse. C'est un bijou d'animation qui se termine par ces Barry Sisters qu'on adore, Cherry Bim, Cherry Bomb. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, de bonnes vacances, une bonne fête des lumières, mais aussi des salles obscures. Merci à Serge Surpin à la réalisation et on se retrouve au prochain Cinéma Parlant avec Lise Gutmann. Bonne journée et bon film. Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi, on se retrouve avec mes invités prestigieux pour une heure d'émotion, de fond et en forme sur Radio J. À très vite. Radio J. Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy? Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité. Ceux qui n'ont rien? Exactement. L'OSE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka. On peut aider aussi? Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un. Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris. Radio J. Le 10-11. Radio J. Lise Gutmann.